Donc ce soir, c'est pas un cénacle universitaire, c'est pas un salon littéraire, c'est pas un truc de mecs qui s'emmerdent et qui veulent se distraire dans le narcissisme de l'historiographie. C'est un vrai débat d'essence, c'est un vrai débat d'histoire. Nous, là, en 2019, si on ne comprend pas d'où on vient dans la longue histoire de toutes ces luttes de classe radicales qui mènent à une solution historique qui s'appelle effectivement l'émancipation, ce qu'on se dit n'a pas de sens. C'est le sang, la douleur, la joie, la mort, les larmes. Ça fait des siècles que dans toutes ces luttes radicales et paysannes qui conduisent à toutes les luttes de classe ouvrière, Commune de Paris, mai 68, Commune de Berlin, Commune de Kronstadt, et on arrive aux Gilets jaunes, on se pose une question historique d'incarnation, de vibration, de jouissance, d'amour, de radicalité. On est aux antipodes d'une masturbation historiographique débile, de positionnement égocentrique. On est là parce qu'en tant qu'être de vraie vie, nous voulons trouver un cheminement de compréhension théorique et pratique à l'émancipation, et avec humilité, on reçoit tout l'héritage des générations antérieures. Marx nous dit l'histoire, c'est l'agenda de l'aliénation étatique. On a créé l'histoire à l'époque d'Hérodote, pour positionner le calendrier des pouvoirs. Les pouvoirs voulaient qu'on administre une mémoire de la domestication. On a donc créé l'histoire pour enseigner les chronologies de justification du temps aliénatoire. Mais si je suis un subversif radical, je vais donc renverser cette chronologie aliénatoire. Mais je ne peux rien renverser si je ne connais pas la chronologie aliénatoire. Et le grand problème qui est posé aujourd'hui, qui est posé par Orwell quand il nous dit l'ignorance c'est la force, c'est le problème industriel de masse de l'éducation nationale, de l'abrutissement obligatoire du capital. L'éducation nationale, aujourd'hui, dans la crise du capital, depuis les années 68, 70, 88, 98, jusqu'à aujourd'hui, est devenue une gigantesque industrie de dépossession, de déculturation, où plus personne ne sait rien. Même le prolo le plus basique en 1920 avait des connaissances chronologiques sur Henri IV, sur Louis XIV, sur Louis XV, sur Napoléon III, sur MacMahon, sur Sedan, sur la Première Guerre mondiale, Raymond Poincaré. Si aujourd'hui je pose la question qui est Raymond Poincaré, personne ne sait qui est Raymond Poincaré. Le prolo de base dans les années 1920, il connaissait Raymond Poincaré. Et on retombe sur Orwell, l'ignorance c'est la force. En domination formelle, c'est-à-dire avant 14, le capital a besoin d'unifier un marché national avec une population qui va quitter ses pays de région, qui ne va plus se sentir catalan, corse, breton, cantalien, etc., et qui va s'unifier dans un marché national de collectivités culturelles rattachées à la centralisation étatique d'un destin national sur le marché mondial. Donc, on apprend aux enfants des méthodes de calcul, des compréhensions d'histoire. Les enfants savent écrire. Un enfant en 1920 qui a 12 ans, il ne fait pas de faute d'orthographe. Un abruti qui est en maîtrise universitaire de sciences humaines de la merde du capital, il vous fait 20 fautes sur une feuille. En domination réelle, dans la première phase, les années 1910, 1920, 1930, on a encore un État national qui a besoin d'avoir une population homogénéisée dans un vrai savoir. À partir de 68, dans la grande conflagration qui a posé la grève sauvage et dans toutes les restructurations qui en découlent, on a quitté le territoire de l'État national et on part dans une configuration qui Marx l'appelle le cosmopolitisme de la marchandise. Donc on a un renversement dialectique qui nous amène vers l'anticulture, mais l'anticulture non pas révolutionnaire qui nie la culture préalable d'un point de vue subversif et communard, mais une anticulture qui nous amène à la culture, c'est-à-dire à l'abrutissement généralisé de la marchandise totalitaire, de la réification omniprésente. Donc, il ne faut plus que personne ne sache rien sur rien. Plus on avance, plus le niveau baisse, plus les mecs sont analphabètes, ils bafouillent. Vous allez sur les vidéos de l'Institut national de l'audiovisuel. Vous prenez le métro en 1960, la Seine-Saint-Denis en 1965, les Loubards en 1970. Vous voyez des gens qui parlent, qui font des phrases, sujet, verbe, complément, qui sont capables de déployer. Vous allez aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, vous posez une question sur un trottoir, le mec, il fait 2 proutes verbaux, il n'est pas capable de faire une phrase. Mais le capital a besoin de ça, et on va y revenir, parce que le capital a besoin d'une population abrutie dans un temps immobile d'anticonscience historique, et il faut donc que tout ce qui a produit la conscience historique disparaisse. J'avais une correspondante qui m'écrivait ce matin et qui me disait, alors, dimanche matin, Macron est hué. Il y a des gilets jaunes qui, sur les Champs-Élysées, ont hué Macron d'un point de vue radical de lutte de classe. Le soir, sur les mêmes Champs-Élysées, on a la population nouvelle qui est la vedette marchande du capital. Les banlieues. Et là, les banlieues, elles ne portent pas l'histoire, elles ne portent pas la critique sociale. Le capital est ravi d'avoir ces populations-là le soir, alors que le matin, dans les populations radicales qui positionnaient, même sans le savoir, la dimension communarde de la remise en cause de l'argent, il y avait une dynamique incontrôlable. Le matin,
Même le paumé gilet jaune le plus paumé porte en lui, dans son histoire historique radicale européenne, la contestation de l'anti-argent, même s'il ne le sait pas. C'est ce que dit Marx dans La Sainte Famille. Ce qui est important, c'est pas ce que dit un prolétaire, c'est pas ce que dit un gilet jaune. C'est ce dont il est porteur dans la longue histoire des trajectoires de lutte de classe ouvrière européenne, à Tunis, à Alger, partout ailleurs, avec cette coupe de football débile, de l'abrutissement universel, on gesticule, parce qu'on n'a que ça comme identité. L'Algérie, dans l'état où elle est, qu'est-ce qu'elle a comme identité? Ben, la seule identité qu'elle puisse avoir, dans l'aliénation capitaliste infiniment reproduite, ben, c'est le jeu de ballon au pied. Le jeu de ballon au pied. Et si je te retire ça, quelle est ta contestation universelle? Quelle est ta critique sociale? Et c'est là où c'est une synthèse incroyable. Sur ce 14 juillet, on a eu le matin la révolution potentielle, et on a eu le soir la contre-révolution certaine. Les dégénérés du football qui rentrent devant la marchandise pour acquérir de la thune, et non pas pour la détruire, pour la remettre en cause, c'est ce que Marx appelle l'armée de la contre-révolution. Le 14 juillet 1789, on a une garnison avec le marquis de Launay, on a une vingtaine d'invalides, parce qu'il était à l'époque convenu que les invalides de guerre étaient récupérés dans des garnisons statiques sans risque pour leur permettre de vivre la fin de leur jour. Donc on a une dizaine de gardes suisses, on a quelques invalides et on a le marquis de Launay. Et le marquis de Launay, à un moment donné, la forteresse de la Bastille est imprenable. Compte tenu, vous allez sur Internet, vous prenez les plans de la Bastille, c'est une forteresse qui est imprenable. Mais le marquis de Launay, c'est un brave mec, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il est le monde de l'époque. C'est un gaucho marchand qui aurait aimé les réfugiés de l'époque. C'est un brave mec de gauche. Et le marquis de Launay, il se dit, je vais ouvrir les portes. Et il dit, j'ouvre les portes, mais vous nous laissez la vie sauve. Et toute la faune des impostures du Maïdan du 14 juillet 1789, Philippe d'Orléans, le Soros de l'époque, on fait rentrer une faune abrutie et avinée, et qu'est-ce qui va se passer? On va flinguer les invalides, on va flinguer les gardes suisses, et on va découper la tête du marquis de Launay avec un couteau. On va le guillotiner vivant avec un couteau. Voilà ce que c'est que le 14 juillet 1789. On n'a pas pris la Bastille, le marquis de Launay, qui était un brave bougre dans l'idéologie du temps dominant, il a ouvert les portes, et on a massacré tout le monde. Et comme toutes les vérités officielles sont des mensonges, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sur les guerres d'Irak, que ce soit sur la Première Guerre mondiale, que ce soit sur tous les temps possibles, le 14 juillet 1789, qui est un acte de pourriture, qui est un acte de saloperie infinie. Rosa Luxembourg disait, à partir du moment où il y a une violence, à partir du moment où il y a un lynchage, à partir du moment où il y a ça, c'est ignoble. La révolution est un acte de conscience. Il y aura certes des violences, mais qui seront des autodéfenses radicales, de front à front, de camp à camp. Il n'y a pas de lynchage. Un révolutionnaire ne lynche personne. On n'a jamais pris la Bastille. À la Bastille, il n'y avait pas de prisonniers. Et quand on a pris la Bastille, les prisonniers qu'on avait mis dehors, le soir même, on les a foutus à Vincennes en prison, parce que le fou dans la rue ne servait à rien. Les faussaires, on les a remis là. C'est-à-dire que c'est une gigantesque mystification. Mais c'est une mystification importante qui doit être creusée, parce que par-delà la chronologie toute courte de ce 14 juillet, on a tout le mensonge de la Révolution française, on a tout le mensonge de la démocratie. Donc, vous avez un bouquin qui est paru il y a 15-20 ans et qu'on doit trouver en ligne sur Internet, c'est la liste de tous les guillotinés de la Révolution. Et si vous prenez la liste de tous les guillotinés de la Révolution, bien évidemment, vous avez des nobles, bien évidemment, vous avez des bourgeois, mais à 90%, c'est des prolos. C'est un artisan serrurier, c'est un artisan boulanger. C'est les prolos de Paris-Est dans la sans-culotterie radicale qui dénonce l'accaparement par la bourgeoisie du pouvoir dans l'imposture de la révolution démocratique des droits de l'homme. Donc, tout est mensonge. Il faut que tous les gens qui nous écoutent se disent, avant de penser, avant de poser des questions, je dois creuser, je dois savoir, je dois me positionner dans un arc historique de vraie connaissance parce que finalement, je ne sais rien. Et on est tous comme ça au début, on ne sait rien. On nous ment sur tout. C'est la dictature du faux omniprésent, c'est la dictature du fétichisme de la marchandise, et la démocratie est la pire pourriture sociale envisageable, puisqu'elle est la dimension la plus impérialiste du faux constamment reconstruit. Par exemple, là, on a un grand sujet, on va en reparler sur problématique sociale, lutte de classe, problématique sociétale, mensonge. Les immigrés émancipés en la marchandise, les femmes émancipées en la marchandise, l'homosexualité émancipée en la marchandise. C'est les trois vecteurs de la modernité du capital. Le prolétariat doit disparaître. Et à la place du prolétariat, on a les femmes, les homosexuels et les immigrés. La question essentielle, historique, centrale, c'est la lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste. Et c'est ça que les Gilets jaunes ont restauré. C'est-à-dire qu'avant les Gilets jaunes, toutes les chaires crétinisantes de la merdouille universitaire, anthropologique, sociologique, psychanalytique, bref, toutes les bouses du capital théorisaient la disparition du prolétariat. Et tout le monde, depuis Foucault et depuis toute une série de Fénacle, à la Deleuze, à la Guattari, bref, toute la merde yankee du capital moderniste nous disait maintenant, il y a trois sujets historiques. La femme qui s'émancipe, ah oui, la femme s'émancipe, on va y revenir. Maintenant, Lagarde dirige la Banque centrale européenne de la merde du capital. La femme s'est émancipée, vive Lagarde. Et c'est pour ça que la lutte sociale fait peur.
Parce que même la lutte sociale la plus bête, elle contient sa dimension la plus intelligente en potentialité. Par contre, même la lutte la plus intelligente, homosexualiste, immigrationniste ou féministe, elle aboutit à rien d'autre qu'à réaménager la merde dans une fraternité aliénatoire où tout le monde va mieux. Donc, le capital a très bien compris depuis longtemps, non pas dans des cénacles de formation intellectuelle collective, mais dans son immanence, que le social, c'est dangereux parce qu'au bout de la lutte de classe, il y a l'abolition de l'argent, que par contre, le sociétal, c'est génial parce qu'au bout, on a le crétinisme universel de la marchandise qui se reproduit à l'infini. Donc, c'est ça le truc. Donc, les mensonges du capital ne sont pas construits par des cénacles d'intelligence. La classe capitaliste, elle est con à mourir. Même le mec le plus cultivé, des services ou de la classe capitaliste, il est ignare, il est abruti, il est nabo-narcissique, il ne connaît rien. Donc, il faut bien comprendre cette perte de culture. Et c'est ce que dit Debord dans les commentaires sur la société du spectacle. Toute culture historique a disparu. De Gaulle savait beaucoup. Pompidou savait moins, Giscard savait moins, Mitterrand savait moins, Chirac savait moins, Sarkozy savait moins, Hollande savait moins. Et là, on est dans la déchetterie universelle. On est vers le néant. Alors, ce n'est pas simplement les pauvres types, parce que les présidents sont des pauvres types narcissiques par essence. Ce n'est pas simplement une problématique individuelle, c'est une problématique de culture historique générale. C'est la décadence du capital, c'est la déchéance du savoir. Et plus on avance, plus on est ignare. Il faut évacuer les gilets jaunes, il faut évacuer la lutte de classe, et il faut faire un panégyrique du sociétal. Donc, vive les immigrés, vive les homosexuels, et vive les femmes. Et alors, si vous êtes femme homosexuelle immigrée, alors là, vous avez la médaille d'or. Vous avez la médaille d'or. Mais tout ça est paraphé dans une synthèse pathologique du fétichisme de la marchandise qui s'appelle le capitalisme vert, avec le dogme totalitaire du réchauffisme CO2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens aient une analyse critique radicale de ce qu'est la pourriture du capital qui détruit l'humus, qui détruit l'air, qui détruit tout notre avenir à travers ce que Marx appelle dans le Capital la chimie pourrie du capital. C'est-à-dire que la chimie pourrie du capital, les laboratoires pharmaceutiques du capital, détruisent la terre, détruisent nos organes à travers les pesticides, bref, tout est pourriture. Mais pour que cette pourriture-là soit minorée, pour qu'elle soit quelque part évacuée, on crée un mythe, mais un mythe sans débat. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, c'est comme la guerre du Golfe, il n'y a pas de débat. Et là, on retombe sur Orwell, le ministère de la vérité. Il y a une vérité officielle qui est indiscutable. Mais elle n'est pas indiscutable, parce qu'on a creusé par de multiples discussions, Marx, texte sur la censure, devise, douter de tout, il y a deux indiscutables. Il y a l'indiscutable qu'on a discuté et qui, au bout de toutes les rencontres plurielles de véritable transparence analytique, nous permet de dire, bah oui, on a tout confronté, donc c'est indiscutable. Ça, c'est l'indiscutable critique qui est propre à la critique communiste et à la radicalité subversive. Mais on a un deuxième indiscutable, c'est le tabou et le totem. C'est l'indiscutable qui ne doit pas être discuté. Et Marx nous dit, bah, si un indiscutable ne doit pas être discuté, c'est qu'il est mensonge absolu. C'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre du Golfe, et c'est toute la mythologie pathologique du fameux CO2 et du réchauffement climatique. Et Marx nous dit, quand il n'y a pas de débat public, c'est le triomphe du faux omniprésent. Quand j'ai été dans les premiers groupes radicaux des années 70-80 que j'ai découvert, parce que je voulais effectivement remettre en cause l'ordre de l'aliénation du monde, un des vieux militants qui m'a accueilli m'a dit, de toute façon, dis-toi bien une chose, à partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux. À partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux. À bas le mensonge universel du capital. Ce que Marx nous a appris dans les manuscrits de 44, tout est inversion, tout est indistinction, tout est falsification. Quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, c'est pour voir, c'est pour entendre comment le capital dit le faux. Pourquoi et comment le capital dit le faux. Ma fille ne voulait plus écouter la radio et la télé. Je lui disais, mais t'as tort, chaque soir, mets ton 20h, parce qu'il faut le lire à l'envers. Chaque soir, mets ton 20h, il faut le lire à l'envers. Le capital n'a qu'un ennemi, la lutte de classe. Il sait que la lutte de classe va déboucher sur la guerre civile. Il n'a qu'un ennemi, les gilets jaunes. Et comme les gilets jaunes ont dénoncé le capital, les gilets jaunes sont antisémites. Donc les gilets jaunes doivent mourir. C'est pour ça qu'on a flingué Chouard, qui était cucupraline, mais on ne l'a pas flingué parce qu'il était cucupraline. Même s'il avait été non cucupraline, on aurait mis en marche le plan d'intox et le plan de désengage. Il faut que tous ceux qui ont une conscience radicale d'émancipation pour eux, pour leurs enfants, pour la vie et pour la vérité, comprennent que les débats sociétaux sont par essence, jusqu'au capitalisme bobo vert, des pourritures d'intoxication, de neutralisation et de mensonges, que oui, la lutte des classes doit vivre, elle doit se généraliser, elle doit s'intensifier contre toutes les pourritures du mensonge sociétal. C'est donc en avant, vive la lutte de classe. Et quand les racailles viennent piller les magasins en disant « nous adorons la marchandise », le pouvoir qui adore la marchandise sait que les racailles du bas sont complices de la racaille du haut. Ces gens-là s'adorent. C'est ce que Marx appelle la sainte alliance du capital pour écraser le prolétariat. Il n'y a pas des borniers, il n'y a pas de tir de flashball en ligne directe, il n'y a pas d'arrestation massive avec des coups de matraque sur la tête, des blessés, des mutilés. Ça, c'est pour les gilets jaunes. Parce que le capital sait que les gilets jaunes, quel que soit leur niveau de conscience actuel, sont le développement dialectique d'une conscience radicale qui, dans le temps qui vient, va être dangereuse. Les classes dangereuses, ce sont les gilets jaunes. Les classes gentilles, même si elles cassent tout, ce sont
les racailles de banlieue qui sont la contre-révolution. Nous allons vers la guerre de classe. Le problème est simple. Est-ce que cette guerre de classe sera une guerre de classe sociale, de radicalité pour détruire l'argent et pour détruire l'État, ou est-ce que l'État, avec toutes les manipulations idéologiques du fétichisme de la marchandise, nous enfermera dans une guerre civile ethnique? Et là, le dilemme est posé. Guerre civile de lutte de classe pour abolir l'argent, ou guerre civile ethnique pour maintenir et remodeler l'argent? Et là, tout est posé. Et c'est pour ça que les luttes de classe en France, la guerre civile en France, c'est profondément prémonitoire. Tout est posé là, dans la journée du 14 juillet d'hier, entre les sifflets à Macron du prolétariat gilet jaune du matin, en conscience, même encore contradictoire, se sont positionnés vers la lutte de classe radicale, même s'ils ne le savent pas tous. C'est ce que nous dit Marx dans la Sainte Famille. Ce qui est important, ce n'est pas que le prolétariat sache où il va, il le saura à la fin. C'est que le prolétariat indique une trajectoire matérielle objective de laquelle il ne pourra pas déroger. La crise, l'explosion de la Deutsche Bank, l'explosion cataclysmique de Wall Street, l'explosion du FMI, l'explosion de la Banque centrale européenne. Le prolétariat va revenir, le prolétariat va massivement mettre en marche une pratique généralisée de lutte de classe. Même s'il ne sait pas où il va, il est, lui, porteur de l'émancipation humaine. Mais les luttes sociétales, homosexualisme, féminisme, radicalité de tout ce que vous voulez, capitalisme vert, promotion de l'immigré. J'avais un ex-directeur de la RATP qui me disait c'était bien, à la RATP, il y a 30 ans, on avait des problèmes de lutte de classe, maintenant on nous demande des salles de prière. C'est beaucoup plus reposant. Parce que le recrutement discriminatoire positif à la SNCF et à la RATP en Seine-Saint-Denis, il y a des problèmes, mais ouf, il n'y a plus de lutte des classes. Donc, il faut comprendre tout ça. Et si on comprend tout ça, on comprend toutes les impostures. Alors là, on a eu une imposture suprême. Vous aviez les groupes féministes qui n'ont pas protesté une seule fois contre le massacre des femmes gilets jaunes. La violence capitaliste de la police pourrie de l'État macronien qui a défiguré les femmes, qui les a martyrisées, qui les a tabassées, qui les a matraquées. Là, rien à dire. Par contre, on a inventé un concept, le féminicide. On a inventé un concept, le féminicide. Donc, c'est une nouvelle sauce au carambar de l'idéologie du capital pour nous mystifier. Le capital n'a qu'un ennemi, c'est le prolétaire communard qui s'inscrit dans la longue histoire de ce que Marx appelle dans la Nouvelle Gazette rhénane la spécificité radicale de l'histoire communiste européenne. Et tout ce qui vient d'Afrique et tout ce qui vient d'Orient, que le capital adore, puisqu'il faut remplacer tout ce qui vient d'Orient et tout ce qui vient d'Afrique pour écraser la spécificité communeuse de la lutte de classe européenne. Ça, le capital adore. Donc, il faut saisir cette problématique-là. Et c'est ce que je disais à un de mes correspondants. La problématique de l'immigration, c'est une problématique seconde. Il faut la comprendre dialectiquement comme l'absolue nécessité pour le capital de faire migrer le prolétariat européen de sa propre histoire. Il faut que le prolétariat européen communard, qui a fait 68, qui est en train de faire les Gilets jaunes, qui pourrait se rappeler la commune de Berlin, qui pourrait se rappeler la commune de Kronstadt, qui pourrait se rappeler 1871, qui pourrait se rappeler les insurrections paysannes, ignore sa propre histoire. Il faut le faire migrer de sa propre histoire. Et pour le faire migrer de sa propre histoire, pour qu'il devienne étranger à sa propre histoire, il faut que le socle de toute l'histoire culturelle, historique et politique qui vienne soit lui-même un socle migratoire où des populations venues d'une histoire sans subversion remplacent les histoires de la subversion du prolétariat européen. Donc, la problématique du remplacement, la problématique de la migration, elle doit être uniquement et toujours, comme le dit Marx, posée du point de vue de la lutte de classe. Si j'analyse la réalité historique du point de vue de la lutte de classe, je comprends tout. Si j'analyse tout ce qui se passe hors de la lutte de classe, je ne comprends rien. Alors là, on a la loi Avia, la haine sur Internet. C'est ce que disait Orwell. C'est toujours le camp de la haine qui attribue par inversion accusatoire sa propre haine aux autres. C'est-à-dire que qu'est-ce que la haine? La haine, c'est le gilet jaune qui, dans la rue, dit je voudrais un autre monde. Le gilet jaune qui, dans la rue, manifeste et qui dit « je voudrais un autre monde », et il est haineux, puisque, même sans le dire, il veut renverser les idoles, il veut renverser les fétiches, il veut renverser les mystifications. Donc même le gilet jaune de base qui dit « je veux vivre, je veux respirer », il est haineux, parce que s'il respire, il va empêcher le thanatisme de la marchandise de vivre. Donc, repartez tous, ceux qui nous écoutent, sur la réalité des luttes de classe. Lisez Marx, lisez les textes de la Première Internationale, lisez la guerre civile en France, lisez les luttes de classe, lisez les manuscrits de 44, non pas parce que c'est quelque chose qui va vous donner de l'extérieur une conscience de radicalité, c'est l'immanence de votre jouir, c'est l'immanence de votre volupté, c'est l'immanence de votre conscience. Tout ça, ce sont des générations et des générations de paysans et d'ouvriers qui, dans la longue histoire des luttes de classe, sont morts pour la vie, contre l'État, contre le pouvoir, contre le mensonge et contre l'argent. Il faut relever le flambeau, avoir conscience, avoir radicalité, avoir exigence, avoir humilité, avoir puissance, se tenir debout pour se dire que sa vie a eu un sens.